Comment oses-tu boire l'eau de mon homme? Cela faisait exactement une semaine que je m'étais fait embaucher incognito dans l'entreprise de mon propre mari. Et il avait suffi que pendant la pause déjeuner, je pose la main sur son mug isotherme pour que sa secrétaire me décoche une gifle à faire trembler les murs. Elle ignorait le détail le plus crucial de l'histoire. J'étais la véritable et unique propriétaire de la holding Aura Microélectronique, et l'homme devant lequel elle se pavanait n'était autre que mon époux légitime. Très bien. L'heure était venue de remettre les pendules à l'heure. J'allais leur faire pleurer des larmes de sang et leur faire regretter le jour de leur naissance. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Tout a commencé lorsque j'ai intégré la société de mon mari en dissimulant mon identité. À l'heure du déjeuner, j'ai machinalement bu une gorgée d'eau de son mug. Sa secrétaire m'est tombée dessus comme une harpie hurlant que je n'avais pas le droit de toucher aux affaires de son homme. À ces mots, mon mari présent à quelques mètres était devenu blanc comme un linceul. Cette holding, c'était l'œuvre de la vie de mon père, le fruit de sa sueur et de son sang. Ayant débuté dans un minuscule atelier d'assemblage de composants au fond d'une ruelle sinueuse du 11e arrondissement de Paris, mon père avait redoublé d'efforts surhumains pour transformer ce modeste local en un titan technologique dont la capitalisation boursière s'apprêtait à franchir le cap des 10 milliards d'euros. Le jour de sa mort, le destin de ses actifs colossaux et la responsabilité de milliers de salariés me tombèrent sur les épaules. Pour la jeune femme que j'étais élevée dans un cocon de soie entre les salons de thé de la rive gauche et la surprotection d'une famille bourgeoise, le fardeau était écrasant. C'est précisément à cet instant que Cyprien Delorme était apparu dans ma vie tel un port d'attache inébranlable. Jeune cadre issu d'un milieu modeste, il possédait un flair commercial redoutable et semblait comprendre la détresse qui me rongeait. Nous nous sommes mariés sous les regards envieux du tout Paris. Je lui ai remis les rênes de l'entreprise paternelle, comme on offre le plus précieux des trésors, et je me suis effacée avec soulagement pour endosser le rôle de l'épouse dévouée. Chaque jour, dans notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, je mettais un point d'honneur à ce que ses costumes sur mesure soient irréprochables et que ses dîners soient dignes d'un chef étoilé. J'étais convaincue que ma sincérité me reviendrait sous la forme d'un foyer paisible. Je lui avais délégué l'intégralité des pouvoirs de décision, ne conservant sur le papier que mon statut d'actionnaire majoritaire à 51%. Mais la vie se moque de nos plans, et l'avidité humaine ne connaît aucun frein. Au bout de 3 ans, les déplacements professionnels de Cyprien commencèrent à se multiplier. L'odeur des parfums féminins bon marché et les effluves d'alcool fort au milieu de la nuit devinrent proportionnels à la courbe des bénéfices de l'entreprise. Les mots tendres s'évaporèrent. Prétextant un stress insoutenable, il fuyait notre table et ne m'adressait plus que des regards irrités. Mon instinct d'épouse a sonné l'alarme. On dit que le couple ne fait qu'un, mais quand le comportement de l'autre se fissure, une femme ne peut pas éternellement détourner le regard. J'ai refusé de rester assise sur mon canapé à attendre ces mensonges. En m'appuyant sur l'indéfectible loyauté de Solange Mercier, la directrice des ressources humaines qui avait débuté aux côtés de mon père, j'ai fait falsifier mon CV et je me suis fait recruter comme une simple stagiaire administrative au service des moyens généraux. Maz, et donc à l'idée, comment mon mari dirigeait-il l'Empire? Comment traitait-il ses subordonnés? Et surtout, qui était-il quand je n'étais pas là pour le regarder? Je devais le voir de mes propres yeux. Pour mon premier jour, j'ai relégué mes tailleurs Chanel au fond du dressing. J'ai enfilé une chemise blanche en popeline d'une enseigne de grande distribution, un pantalon bleu marine des plus banals, et j'ai noué mes cheveux avec une pince en plastique premier prix. Dans les couloirs rutilants du siège à la Défense, personne n'aurait pu deviner qu'Éléonore Vancel, la fille du fondateur, se cachait sous ce déguisement. La matinée s'écoula à faire des photocopies, préparer des cafés et réapprovisionner les salles de réunion. En début d'après-midi, mon supérieur me demanda d'apporter un café frappé au bureau du directeur général. En foulant l'épaisse moquette anthracite que mon père me faisait traverser, en me tenant la main quand j'étais enfant, une boule d'émotion me serra la gorge. La lourde porte en chêne massif du bureau était entrebâillée. Un rai de lumière s'en échappait. Au moment où j'ai levé la jointure du doigt pour frapper les voix à l'intérieur, m'ont pétrifié. C'était un timbre féminin haut perché
et d'une futilité mielleuse. J'ai immédiatement reconnu Ophélie Vasseur, la secrétaire à la plastique tapageuse que Cyprien avait personnellement recrutée 6 mois plus tôt. Elle parlait d'un ton d'une complaisance à donner la nausée. Elle raillait ouvertement la femme du patron, cette recluse inutile qui parasitait le prestige de son mari incapable de faire la différence entre un bilan comptable et un ticket de caisse. Elle se vantait d'être elle, la véritable main droite du directeur, une femme moderne digne de partager son ascension. Je suis restée figée. Le plateau d'argent tremblait de façon imperceptible entre mes doigts. J'attendais que Cyprien la coupe, qu'il remette cette petite intrigante à sa place et défende l'honneur de celle qui lui avait offert sa couronne. Mais le silence ne fut rompu que par le rire grave de Cyprien, un rire empreint de condescendance. Il abondait dans le sens de sa maîtresse, me qualifiant de bourgeoise, d'un ennui mortel englué dans des principes d'un autre siècle. Il soupirait que partager mon lit revenait à dormir à côté d'un bloc de marbre. Il promettait monts et merveilles à Ophélie, lui jurant qu'il n'avait supporté ce calvaire que pour asseoir sa légitimité face au conseil d'administration. Encore un peu de patience. « Ma douce, disait-il, dès que le montage financier sera bouclé, je la fais expulser de Neuilly. Je t'affiche au grand jour et je t'ouvre les portes des cercles parisiens. » Un froid polaire m'a envahi. Chaque syllabe découpait ma naïveté des 3 dernières années en lambeaux. Ma dévotion n'était pour eux qu'une vaste farce. J'ai ravalé ma salive bloquant la boule de fiel dans ma gorge. Je n'ai pas versé une seule larme. À 30 ans, face à une trahison d'une telle bassesse, je n'allais pas me donner en spectacle comme une collégienne éconduite. Mon esprit s'est d'un coup d'un seul, d'une clarté chirurgicale. J'ai poussé le battant de chaîne de ma main glacée et j'ai fait irruption. Le bruit sec de la porte résonna dans le vaste bureau. Les 2 amants bondirent en arrière à la vitesse de voleurs pris la main dans le sac. Cyprien, qui lui caressait la nuque l'instant d'avant, retira sa main comme s'il s'était brûlé et feignit d'ajuster le col de son costume de faiseur italien. Ophélie se redressa du canapé de cuir, le visage décomposé par la panique. Mais en avisant mon badge de stagiaire épinglé sur ma chemise bon marché, son arrogance revint au galop. Elle me foudroya du regard. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai baissé les yeux vers le sol, en fixant mes souliers plats, jouant à la perfection, la petite employée, terrorisée par la hiérarchie. J'ai déposé le café frappé sur le marbre du bureau. Ophélie s'avança en faisant claquer ses talons et frappa du plat de la main sur la table. « Vous êtes idiote ou vous le faites exprès? On vous a appris à frapper. Vous ne voyez pas que le directeur est en conférence. Votre accoutrement insulte le standing de cet étage. Filez d'ici, avant que j'appelle la DRH pour faire sauter votre convention. » J'ai esquissé un vague signe de tête en murmurant des excuses inaudibles reculant d'un pas. Et c'est là, au moment où elle pointait son index manucuré vers la porte, qu'un éclat lumineux a capté mon attention. Mes jambes se sont ancrées dans le sol. Sur son annulaire gauche trônait une bague en diamant imposante. Mais ce n'était pas un bijou de catalogue. Une rose d'or blanc aux pétales finement ciselés, enserrant un saphir de Ceylan d'un bleu profond. C'était le croquis exact que j'avais dessiné lors de mes insomnies. Le design de ma bague pour nos 3 ans de mariage, que je gardais sous clé dans le coffre-fort de notre chambre et que je comptais confier à un maître joaillier de la place Vendôme le mois suivant. Comment mon esquisse intime s'était-elle matérialisée aux doigts de cette fille? La réponse ne souffrait aucun doute. Cyprien avait mémorisé la combinaison de mon coffre, volé le fruit de ma sensibilité et l'avait fait fondre. Pour sa maîtresse, ce n'était plus un banal adultère. Offrir le symbole d'un amour conjugal à une opportuniste de bureau dépassait l'entendement. J'ai compris une vérité plus noire encore. Il ne vivait pas une simple passade de 5 à 7. Ophélie n'était pas une jolie idiote cherchant à se faire payer ses factures. C'était une prédatrice méthodique, attendant l'heure de chasser la propriétaire légitime pour rafler les murs. Et Cyprien, aveuglé par le vertige des sommets, s'apprêtait à dévorer la chair de aura microélectronique. J'ai tourné les talons et j'ai refermé la porte sans le moindre bruit. En marchant dans le couloir désert, le claquement de mes semelles résonnait comme un métronome. La colère brute s'était dissipée pour laisser place à un pragmatisme de fer.
L'héritage de mon père n'allait pas finir entre les griffes de ces charognards. La guerre civile venait d'être officiellement déclarée. À 13 heures, le grand restaurant d'entreprise du 6e étage grouillait de monde. L'espace était scindé en deux par une verrière, d'un côté les grandes tables en formica pour les bataillons d'ingénieurs, de l'autre le club, une zone feutrée aux banquettes de velours, réservée au comité de direction. Je m'avançais avec mon plateau d'un pas mesuré. Mon regard n'était fixé que sur le club. Ophélie y siégeait royale. Elle avait croisé ses longues jambes entourée de 3 directeurs de pôle qui rivalisaient de courbettes pour lui passer la corbeille de pain ou lui verser de l'eau pétillante. Posée bien en évidence devant elle, sur la nappe d'un blanc immaculé, trônait un mug isotherme noir mat gravé aux initiales de mon mari. Le voir là m'a fait l'effet d'une décharge électrique. C'était un objet que j'avais fait venir d'un artisan munichois pour que Cyprien garde son thé au chaud. Qu'une assistante s'en serve ouvertement à la table du directoire était une revendication territoriale obscène. Il ne se cachait même plus. J'ai bifurqué brusquement et j'ai franchi le seuil de la zone VIP. En arrivant à sa hauteur, je me suis planté devant sa table. Les cadres supérieurs s'interrompirent, me dévisageant avec un mépris sidéré. L'incursion d'une stagiaire ici relevait de la faute disciplinaire. Sans un mot, j'ai posé mon plateau sur la table voisine. J'ai tendu le bras et j'ai saisi le mug noir. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu une longue gorgée. Le goût familier du thé des hautes montagnes que j'avais infusé à l'aube a envahi mon palais. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Les directeurs en restèrent la fourchette en l'air. Ophélie plissa ses yeux, cernés d'eyeliner, ses pommettes virant au cramoisi sous sa poudre de soleil. Son orgueil venait d'être piétiné en public. Elle bondit sur ses pieds, attrapa le bord de mon plateau et l'envoya valser par terre. Le fracas de la porcelaine brisée et des couverts s'écrasant sur le parquet fit sursauter les 300 personnes présentes dans la salle. Un silence de cathédrale tomba sur le restaurant troublé uniquement par le murmure de la climatisation. Ophélie se jeta sur moi comme une chatte sauvage et m'asséna la fameuse gifle. Clac! Ma joue gauche s'embrasa. Le choc fut tel que mes oreilles se mirent à bourdonner. Le goût cuivré du sang, mêlé à l'amertume du thé fumé, tapissa ma langue. Elle planta son doigt, orné de ma bague, sous mon nez, et se mit à hurler les pires insanités de poissarde, me traitant de souillon dégénéré. « Tu te prends pour qui ? Pour toucher aux affaires personnelles du directeur général. C'est l'eau de mon homme. Tu m'entends ? Une crève-la-faim de ton espèce n'a même pas le droit de respirer le même air que lui. » La foule retenait son souffle. Personne n'esquissa un geste pour m'aider. Tous me regardaient avec ce mélange de pitié et de lâcheté institutionnelle qu'inspire la favorite du souverain. Je me suis redressée, et du revers de la main, j'ai essuyé la perle de sang au coin de ma lèvre. La douleur cutanée m'était d'une indifférence totale. Cette gifle était le déclencheur parfait. Soudain, la mer humaine s'ouvrit en deux. Depuis l'entrée de la cafétéria, Cyprien Delorme avançait à grandes enjambées. Les cris de sa maîtresse avaient dû résonner jusqu'aux ascenseurs. Il arrivait avec la mine agacée du grand patron qu'on dérange pour une querelle de cour de récréation. Il écarta 2 ingénieurs de l'épaule et s'avança au centre du désastre. Son regard furieux balaya les débris de nourriture avant de se verrouiller sur la silhouette qui se tenait droite, la joue marquée par une empreinte écarlate. Ses pieds se figèrent instantanément. La couleur déserta son visage avec la rapidité d'un siphon qu'on ouvre. Ses pupilles se dilatèrent à l'extrême. L'aura d'intouchable du PDG s'évapora. Il se transforma en une statue de sel. Ses mains ballantes le long de ses flancs se mirent à trembler d'un tremblement convulsif. Ophélie, grisée par son propre spectacle, ne remarqua rien du cataclysme qui se jouait dans les yeux de son amant. L'arrivée de son protecteur lui donna des ailes. Elle se jeta contre son torse, s'agrippant à l'étoffe de sa veste, et recommença à minauder d'une voix larmoyante. « Cyprien, regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a agressé. Fais appeler la sécurité, immédiatement. Qu'on jette cette folle sur le parvis. Elle a voulu voler ton mug pour se faire remarquer. » Mais Cyprien ne l'écoutait pas. Il ne la repoussa pas. Il ne la serra pas. Ses lèvres s'entr'ouvraient et se refermaient dans le vide,
tel un brochet jeté sur la moquette, incapable d'articuler un son. Il savait trop bien qui se tenait là dans ce chemisier de confection industrielle. Devant lui ne se trouvait pas l'anonyme stagiaire du 3e étage. C'était Éléonore Vancel, la propriétaire légitime du fauteuil dans lequel il posait son séant tous les matins. Et surtout la femme qui, pensait-il, était en train de choisir des rideaux pour la véranda à Neuilly. J'ai baissé ma main de ma joue blessée. J'ai planté mes yeux dans les siens et j'ai laissé un sourire lent, d'une froideur polaire, étirer mes lèvres. Ce sourire était un arrêt de mort professionnelle. Je ne criais pas. J'asphyxiais son système nerveux par mon mutisme. Cyprien recula d'un demi-pas en déglutissant péniblement. Une perle de sueur froide glissa le long de sa tempe. Leur petite fête était terminée. À présent, j'écrivais le scénario. Ophélie continuait de trépigner en lui secouant le bras. Devant son inertie pathologique, elle perdit le reste de sa raison et fit un mouvement pour se jeter de nouveau sur moi. C'est à cet instant que l'instinct de survie de Cyprien se réveilla. Il lui saisit le poignet avec une brutalité inouïe, la faisant basculer en arrière. « Mais tu es malade! Pourquoi tu la protèges ?» hurla-t-elle théâtrale. Sa bêtise crasse finissait de la transformer en héroïne de vaudeville de bas étage. J'ai glissé une mèche rebelle derrière mon oreille. J'ai lissé le devant de ma chemise. Et j'ai pris la parole. Ma voix résonna lente, parfaitement timbrée, pour que la dernière rangée d'observateurs n'en perde pas une miette. Ce titre de mari que vous venez de lui attribuer avec tant de ferveur, mademoiselle Vasseur, est une erreur juridique fâcheuse. La femme légitime de Cyprien Delorme, celle dont le nom figure sur le livret de famille et les actes notariés, n'est pas vous. Vous n'êtes par définition qu'un tiers, intervenant de manière illicite dans la gestion d'un patrimoine privé. De quel droit exigez-vous des licenciements? Au nom de quel mandat disposez-vous des biens de la société Aura Microélectronique? Une onde de choc traversa la cafétéria. Un bourdonnement assourdissant monta des tables. Les regards d'abord compatissants à mon égard se tournèrent vers Ophélie chargée d'une curiosité cruelle et d'un mépris absolu. Le mirage de la future Madame la directrice s'était désintégré en 3 secondes. Les dents de Cyprien s'entrechoquaient. La terreur animale de perdre ses mandats, ses comptes offshore et sa respectabilité mondaine avait totalement éradiqué sa fierté d'homme. Ophélie hurlait des démentis hystériques, mais Cyprien la ceintura par la taille et l'entraîna vers la sortie, avec la précipitation d'un fuyard s'échappant d'un immeuble en flammes. En regardant leurs 2 dos disparaître, j'ai épousseté une poussière imaginaire sur ma manche. La première salve avait atteint sa cible. Mais ce n'était qu'un apéritif. Une humiliation publique était bien trop douce pour solder la dette de mon père, tandis que la rumeur de la cafétéria se propageait déjà dans les messageries internes. Solange Mercier m'attrapa par le bras et m'entraîna dans la cage d'escalier de secours. La quinquagénaire avait les larmes aux yeux. « Éléonore, ma petite, mais quelle folie !» murmura-t-elle en s'assurant que personne n'écoutait. « Rentre chez toi immédiatement. Fais une lettre de démission antidatée. » Cette fille a le bras long Cyprien. Lui passe tous ses caprices. Elle va te faire broyer par le service juridique pour diffamation. Tu ne peux pas te battre contre le directoire toute seule. Je l'ai laissée parler. Elle ignorait la nature de l'acier qui coulait dans mes veines. Sans m'expliquer, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement de la cafétéria démarra les insultes d'Ophélie, le fracas du plateau, puis le claquement ignoble de la gifle captée avec une netteté acoustique parfaite. Solange blêmit. En tant que DRH de métier, elle mesura instantanément le gouffre pénal que représentait cette pièce à conviction pour violence volontaire et injure publique en réunion. Je lui ai baisé le front et je me suis dirigé vers le sous-sol au service des archives. L'odeur du vieux papier et de l'encre d'imprimerie m'accueillit. Je me suis installé devant un poste d'ordinateur obsolète et j'ai branché une clé USB cryptée. Mon père visionnaire et paranoïaque sur les bords m'avait secrètement transmis sur son lit de mort les codes d'accès de l'administrateur système de niveau 0, un protocole de surveillance absolue dont le directeur,
informatique actuelle ignorait jusqu'à l'existence. L'écran vira au noir balayé de lignes de commande vertes. J'ai lancé une extraction de la base de données de la direction sur les 36 derniers mois. Ce que j'ai vu défiler m'a soulevé le cœur. J'ai téléchargé les notes de frais de Cyprien des suites réservées au Palace Le Meurice, des factures de maroquinerie de l'avenue Montaigne, des reçus de haute joaillerie. Des centaines de milliers d'euros d'argent de l'entreprise maquillés en frais de représentation et de relations publiques. Dans leurs échanges sur la messagerie interne, les deux amants s'appelaient Mon Roi et ma Panthère. Dossier renommé pièce 2, abus de biens sociaux. Mais le pillage n'était pas que cosmétique. En épluchant les investissements annexes, j'ai repéré des virements réguliers pour un total de 4 millions d'euros émis au profit de 3 agences de conseil en communication récemment immatriculées. J'ai copié les numéros de Sirette et je les ai passés au crible sur la base papers.fr. Sirette.fr. fr.fr. Le masque tomba définitivement. L'unique actionnaire de ces 3 coquilles vides était Ophélie Vasseur, et l'adresse de domiciliation correspondait à un pavillon de banlieue à Montreuil appartenant à sa mère. C'était un siphonnage en règle des liquidités du groupe. On passait de l'outrage moral à l'escroquerie en bande organisée. Dossier renommé pièce 3, malversation et recel. Avant de me déconnecter, je me suis souvenu d'un ultime secret. Mon père, craignant l'espionnage industriel de nos concurrents asiatiques, avait fait encastrer une micro-caméra à déclenchement sonore dans le culot de la suspension design qui surplombait le bureau du directeur général. J'ai interrogé le serveur dédié. Mon index s'est arrêté sur un fichier horodaté d'il y a 2 mois à 2 heures du matin. Sur l'écran haute définition, Cyprien et Ophélie apparaissaient vautrés sur le cuir du canapé. Le son était d'une pureté glaçante. Ophélie, lui caressant le torse, se plaignait de devoir se cacher en banlieue. Cyprien, lui baisant la naissance du sein, lui répondit d'un ton si clinique que mes poils se hérissèrent. « Ne t'énerve pas. Je finalise l'entrée au capital du fonds d'investissement Boréal Capital. Dès que leurs 200 millions d'euros atterrissent sur nos comptes, je purge la trésorerie via nos filiales luxembourgeoises. Je vide la holding. Je la laisse exsangue avec un passif monstrueux. Et je force Éléonore à signer une convention de divorce pour faute partagée en lui laissant les dettes sur les bras. 15 minutes de machination pure. L'assassinat programmé de l'œuvre paternelle. J'ai sauvegardé la séquence sous le nom pièce 4. Tentative de spoliation et abus de confiance. En éjectant la clé USB, j'ai senti le dernier atome d'amour que j'éprouvais pour cet homme se transformer en cendre froide. À 10 à 9 heures, la brume enveloppait la place des Vosges. Dans un salon particulier, d'un salon de thé confidentiel, maître Godefroy de la Tour m'attendait. 13 de Froid de la Tour m'attendait. Avocat d'affaires redoutable, il avait été le frère d'armes de mon père lors des fusions des années 90, quand je lui ai posé la clé cryptée sous le nez et qu'il a visionné la vidéo de la suspension, le vieil aristocrate en brisa la branche de ses lunettes d'écaille. Son visage de parchemin devint violet. « Le petit salopard !» gronda-t-il d'une voix de basse. Henri l'a sorti de la fange, et il veut scier les poutres de la maison. J'ai servi une tasse de thé sombre à l'avocat, en maintenant mes poignets d'une fixité absolue. « Mon cher maître, voici le plan de bataille. Premièrement, une requête en divorce pour faute exclusive, déposée dès demain matin au tribunal judiciaire de Paris, assortie d'une demande de saisie conservatoire sur l'intégralité de ses comptes personnels. Deuxièmement, la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire demain à 8 heures tapantes. Troisièmement, un signalement adressé en main propre au procureur de la République et au parquet national financier pour abus de biens sociaux faux en écriture et escroquerie. Godefroy eut un sourire carnassier qui lui rendit 20 ans. Je m'enferme à mon cabinet avec mes 3 meilleurs collaborateurs. À l'aube, ce gredin sera juridiquement nu comme un verre. À 22 heures, mon taxi franchissait la grille en fer forgé de notre propriété de Neuilly. En entrant dans le grand salon,
Une odeur de tabac froid me prit à la gorge. Cyprien était prostré dans un fauteuil, une bouteille de Macallan entamée à ses pieds. En me voyant, il se composa instantanément un masque de contrition pathétique. Il s'avança vers moi en tendant un tube de crème cicatrisante d'une marque de parapharmacie de luxe. « Éléonore, mon amour », commença-t-il d'une voix brisée, digne d'un sociétaire de la Comédie Française. Ce qui s'est passé à midi est un malentendu abominable. Cette fille est folle. Elle a fait une bouffée délirante. Je l'ai mise à pied sur le champ. Demain, je la fais escorter par les vigiles et je la traîne devant les prud'hommes pour t'avoir manqué de respect. Je suis resté les bras croisés, ignorant le tube qu'il me tendait. J'ai attendu qu'il finisse son monologue. Puis d'une voix monocorde, j'ai lâché. De quel malentendu parles-tu, Cyprien? Du fait que tu aies fait dupliquer la bague de nos 3 ans pour l'offrir à ta maîtresse, ou du fait que tu aies créé 3 agences fictives? Montreuil, pour détourner 4 millions d'euros de là. Trésorerie avant l'arrivée de Boréal Capital. Le tube de crème lui échappa des mains et rebondit sur le parquet point de Hongrie. Son visage se figea dans une expression de terreur si grotesque qu'elle en devenait fascinante. J'ai ouvert mon sac à main. J'ai sorti une liasse de tirages papier issus de la caméra de surveillance et je les ai laissés glisser sur la table basse en verre. « Prépare tes avocats », lui ai-je dit. La représentation est terminée. Le silence se referma sur la pièce. Cyprien baissa les yeux sur les clichés où on le voyait débrailler en train de négocier la ruine de ma famille. La pâleur de son visage vira au rouge brique. L'animal acculé fit enfin sauter son vernis de gendre idéal. Il balaya les photos d'un revers de main violent et fit un pas menaçant vers moi, les veines du cou saillantes. « Petite peste hypocrite, tu as fait poser des micros chez moi. Tu te crois intouchable avec tes airs de Sainte-Nitouche. Si je n'avais pas passé mes nuits à redresser les bilans de ton père, ta boîte de ringards aurait coulé. Il y a 2 ans. Le conseil d'administration me mange dans la main, tu m'entends. Tu n'es qu'une potiche sur un organigramme. Tu vas me signer une procuration totale dès demain matin. Sinon, je te fais interdire de gestion pour instabilité psychologique et je te laisse sur la paille. » J'ai éclaté de rire. Un rire bref d'un mépris absolu qui figea son élan. Je me suis avancée à 10 centimètres de son visage tordu par la haine. Demain, avant midi, tu auras contresigné la révocation d'Ophélie Vasseur pour faute lourde. Tu auras restitué les 4 millions d'euros sur le compte de dépôt de la holding. Si tu t'exécutes, j'envisagerai de te laisser la dignité d'un communiqué de presse évoquant des raisons de santé. Pour toute réponse, il cracha un juron ordurier, saisit la carafe en cristal posée sur le bar et l'explosa contre le mur à 1 mètre de mon épaule. « Dégage de ma vue !» hurla-t-il, les yeux injectés de sang. « Et ne remets jamais les pieds à la défense ou je te fais interner. » Je n'ai pas scié. J'ai ramassé mon sac, j'ai lissé le pan de ma veste et je suis sortie dans la nuit fraîche. Dans la poche de mon trench, le voyant rouge de mon dictaphone numérique clignotait doucement. Ses menaces d'extorsion de signature et ses aveux de chantage venaient d'être immortalisés en format WAV. Le lendemain, à 7 heures, le ciel de Paris était d'un bleu d'estampe japonaise. Dans la suite de l'hôtel, le Bristol, où j'avais passé la nuit, j'ai enfilé un tailleur pantalon bordeaux d'une coupe martiale, signé d'un grand couturier de l'avenue Georges V. J'ai chaussé des escarpins noirs à semelles écarlates qui claquaient sur le marbre comme des tirs de sommation. Mes cheveux étaient relevés en un chignon strict. Mes lèvres s'habillaient d'un rouge mat et conquérant. La patronne de Aura Microélectronique était de retour. À 7h55, ma berline, aux vitres teintées, se gara au pied de la tour. En me voyant traverser le sas de sécurité, avec cette prestance de reine offensée, les hôtesses d'accueil en lâchèrent leur badge. Personne ne fit le lien avec la fille ébouriffée de la veille. Au même instant, sur les écrans des 3000 ordinateurs du siège, une notification prioritaire de la messagerie interne s'afficha « Object, décision de la direction des ressources humaines ». Il est notifié à l'ensemble du personnel que mademoiselle Ophélie Vasseur, assistante de direction, est licenciée pour faute lourde à effet immédiat
avec interdiction d'accès aux locaux de l'entreprise. Un raz-de-marée de chuchotements s'empara des open space, mais le second missile n'arriva que sur les terminaux des 12 membres du directoire, objet de convocation d'un conseil d'administration extraordinaire. À la demande de maître Godefroy de la Tour, représentant du bloc actionnarial majoritaire, le conseil est réuni ce jour à 8-0. Ordre du jour, examen des fautes de gestion du directeur général et procédure de révocation. La foudre venait de frapper la tour. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 34e étage, le silence était lourd comme du plomb. Je marchais tenant sous mon bras un épais parapheur en cuir noir, la compilation de nos travaux nocturnes avec maître de la Tour. Devant la double porte de la salle du conseil, l'assistant de direction de Cyprien tentait de faire barrage de son corps balbutiant en transe. « Madame, c'est une séance à huis clos les extérieurs, ne ?» Je l'ai balayé d'un regard qui l'aurait pétrifié sur place, et j'ai poussé les 2 battants de chaîne. La douzaine de visages du conseil se tourna vers moi, dans un ensemble parfait. En bout de table, Cyprien avait la cravate desserrée, les traits tirés par une nuit d'angoisse et de fureur. En me voyant faire mon entrée, il se leva d'un bond en frappant du poing sur la table. « Sécurité. Qu'on foute cette hystérique dehors. C'est une intrusion illégale. » Je l'ai ignoré avec la superbe d'un général inspectant des écuries. Je me suis avancé au centre de l'immense table ovale en marqueterie. J'ai dévisagé ces hommes, pour la plupart des sexagénaires grisonnants qui avaient connu mon père à l'époque des machines à écrire. J'ai laissé tomber le parapheur noir au centre du meuble, avec un bruit mat qui fit tressaillir les verres d'eau. J'ai posé mes 2 paumes à plat sur le bois froid. J'ai penché mon buste en avant et j'ai dit « Je m'appelle Éléonore Vancel. Je suis la fille de Henri Vancel. Je détiens en nom propre 51% des droits de vote de cette assemblée. Et je suis pour quelques heures encore l'épouse de l'homme qui s'égosille en bout de table. » Le choc fut si violent qu'un administrateur en fit tomber son stylo plume en or qui roula sur le parquet dans un tintement ridicule. Le prestige usurpé de Cyprien venait de se dissoudre dans l'air climatisé. Le vice-président du groupe Bertrand Larocque, un vieux loup de la finance aux sourcils broussailleux qui avait été le témoin de mariage de mon père, se leva lentement. Il ajusta ses lorgnons, scruta mes traits, et ses yeux se mouillèrent d'une reconnaissance féroce. J'ai ouvert le parapheur. J'ai fait distribuer 12 copies, reliées par l'huissier de justice que Godefroy avait posté dans l'embrasure de la porte. Le bruissement des pages tournées à l'unisson ressemblait à un vol de sauterelles. D'une voix dénuée de toute passion, j'ai égrené l'acte d'accusation. J'ai déplié les relevés de virements bancaires prouvant la fuite des 4 millions d'euros vers les 3 agences de Montreuil. J'ai affiché l'acte de naissance d'Ophélie Vasseur, prouvant sa filiation avec la propriétaire du pavillon. La réalité crue validée par les cachets de la Banque de France s'étalait sous leurs yeux. Le grand manager visionnaire volait la caisse de l'entreprise pour payer des faiseurs de sites internet fantômes à sa maîtresse. Le visage de Bertrand Larocque passa du rose au pourpre. Il jeta son fascicule sur la table et se tourna vers Cyprien avec un rugissement de bête blessée. « Espèce de petit voyou de sous-préfecture. Tu as osé salir le travail de Henri pour t'entretenir une grue. » Cyprien était au bord de l'apoplexie. Sa chemise collait à ses omoplates. Il gesticulait de manière désarticulée, tentant de raccrocher les wagons avec des arguments d'un jargon managérial vide. C'est un montage d'optimisation. Une stratégie d'incubateur de contenu pour valoriser notre image digitale avant l'audit de Boréal Capital. Cette femme est folle. Elle a falsifié les écritures pour se venger d'un banal divorce. Je n'ai pas daigné lui répondre. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai marché vers la console multimédia de la salle et j'ai branché le câble HDMI. L'écran géant de projection descendit du plafond dans un léger vrombissement. La lumière crue du projecteur vint frapper le visage de Cyprien, le figeant dans une immobilité de damné. J'ai cliqué sur la vidéo de la suspension. L'image s'afficha en 4 mètres par 3. Le son stéréophonique envahit la pièce. La voix d'Ophélie pleurnichant sur son canapé. Et surtout la voix de Cyprien d'une netteté implacable. Dès que leurs 200 millions d'euros atterrissent sur nos comptes, je purge la trésorerie. Je vide la holding et je force Éléonore à signer. La propre voix de Cyprien venait de lui trancher la carotide en direct.
La salle explosa. Même les administrateurs les plus prudents se mirent à vociférer, frappant sur la table avec leurs poings. Bertrand Larocque exigea la suspension immédiate de la séance pour rédaction d'un procès-verbal de flagrant délit. Cyprien s'effondra dans son fauteuil de cuir, la tête entre ses deux mains vaincues détruit radié de la carte du capitalisme français en moins de 12 minutes. Le président du comité d'audit se leva et déclara solennellement « Je mets aux voix la révocation immédiate de M. Cyprien Delorme de ses mandats de directeur général pour faute lourde d'une gravité exceptionnelle, ainsi que la transmission immédiate du dossier au parquet national. » Financier. Le coup de grâce était porté. Mais, à l'instant précis où les mains se levaient à l'unanimité, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent à la volée dans un vacarme de fin du monde. Ophélie Vasseur fit irruption dans la pièce. Son chignon était en bataille. Son rimel coulait en 2 traînées noires sur ses joues rougies. Ignorant la présence de la douzaine de figures tutélaires de l'industrie qui la dévisageaient avec une pitié dégoûtée, elle fonça droit sur Cyprien. Elle s'agrippa au revers de sa veste en soie et se mit à hurler à la mort « Cyprien, fais quelque chose. Les vigiles ont mis mes affaires dans un carton. Ils m'ont traîné dans le hall devant tout le monde. Fais virer la DRH tous deux, suite dis-leur qui je suis. » Cyprien leva lentement la tête. Ses yeux d'écorché vif croisèrent ceux de sa maîtresse. Et là, devant le gratin de la finance parisienne, l'homme du monde laissa place à la bête de foire. Il arma son bras et lui administra une gifle monumentale qui l'envoya rouler sur la moquette. Il se dressa au-dessus d'elle, crachant sa bile. « Ferme ta gueule, sale, sangsue. C'est à cause de tes caprices de dinde que je perds tout. C'est elle, hurla-t-il, en se tournant vers le conseil pathétique. C'est cette manipulatrice. Elle m'a fait chanter. Elle m'a poussé à faire ses virements. » Ophélie, assise par terre, la lèvre fendue, réalisa soudain, en levant les yeux vers l'écran géant, que la vidéo de leurs ébats tournait en boucle derrière eux. La honte absolue fit sauter les derniers plombs de sa raison. Avec un cri d'orfraie, elle se jeta sur ses jambes, lui plantant ses ongles manucurés dans les joues. « Espèce de lâche! Tocard! Tu m'avais promis Neuilly !» Les 2 amants basculèrent sur le sol de la salle du conseil, roulant sur l'épaisse moquette, anthracite en se griffant et en s'insultant, comme 2 chiffonniers se disputant un quignon de pain rassis. Bertrand Larocque ferma les yeux écœurés par cette fange. « Huissier, faites entrer le service de sécurité. » 6 colosses en costume noir pénétrèrent dans la salle. Ils cueillirent les 2 amants par les aisselles, leur tordirent les poignets dans le dos et les traînèrent vers les ascenseurs de service. Leurs braillements orduriers s'éteignirent progressivement au fil de la descente des étages. Le silence revint lourd de l'odeur d'ozone du projecteur. La vermine avait été balayée. Aulaver restait à reconstruire le temple. Le vide juridique, laissé par l'arrestation du directeur général, menaçait d'effrayer les émissaires de Boréal Capital, dont l'arrivée était prévue 5 jours plus tard. Quelques administrateurs se concertaient déjà à voix basse, craignant que l'action ne dévisse à l'ouverture de la bourse. J'ai rassemblé mes fiches avec un calme d'apothicaire. J'ai lissé ma veste bordeaux et j'ai regardé Bertrand Larocque droit dans les yeux. « Messieurs, l'émotion n'a pas sa place dans un bilan comptable. Je propose la nomination immédiate de M. Larocque au poste de président du conseil d'administration à titre transitoire afin de rassurer les marchés. Quant à la direction générale, je l'assume à compter de cette seconde. Je conduirai personnellement la délégation face à Boréal Capital. » Pour sceller leur adhésion, j'ai fait défiler sur l'écran le véritable plan de restructuration industrielle de la holding. Un chef-d'œuvre de stratégie logistique que mon père avait rédigé 3 mois avant sa mort et que Cyprien avait enterré pour privilégier ses montages. Financiers. La précision des marges, la pertinence des investissements sur la R, D et la fermeté de mon élocution balayèrent les ultimes réticences. Larocque hochait la tête, les larmes aux yeux. Le vote fut unanime. À 9h15, le greffe du tribunal de commerce enregistrait les nouveaux statuts. Éléonore Vancel était seule maître à bord. Dès l'après-midi, j'ai fait transférer mes effets de mon bureau d'infortune vers la direction générale. J'ai ordonné l'intervention d'une entreprise de nettoyage industriel. Le canapé de cuir fut découpé
et jeté aux encombrants. La moquette fut lessivée à la vapeur. Les rideaux furent changés. Je ne voulais pas conserver la moindre molécule de leur passage dans le sanctuaire de mon père. La purge managériale fut d'une violence mathématique. Le directeur financier et le responsable de la communication, terrifiés par la saisie de leurs disques durs par les enquêteurs de la brigade financière, vinrent s'effondrer en larmes dans mon bureau dès le mardi matin, me tendant, spontanément, les doubles de leur comptabilité occulte pour négocier. Leur immunité pénale. Je les ai mis à pied dans la minute. Un cabinet d'audit de la place de l'Étoile fut mandaté pour désosser chaque ligne budgétaire des 3 dernières années. Grâce à la diligence du parquet, les 4 millions d'euros transférés sur les comptes de Montreuil furent gelés par la justice, prêts à réintégrer notre trésorerie. L'entreprise venait de subir l'ablation d'une tumeur maligne. Libérés de l'incompétence de cette cour de petits courtisans, les ingénieurs retrouvèrent une ferveur quasi religieuse. Sur le front judiciaire, le broyeur institutionnel fut d'une efficacité redoutable. Mon divorce fut prononcé en 3 mois aux torts exclusifs de mon époux par le juge aux affaires familiales. Cyprien fut déchu de tout droit sur l'hôtel particulier de Neuilly et condamné à me verser une prestation compensatoire inversée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image d'un montant de 800 000 euros, le ruinant pour les 30 années à venir. Mais le code civil n'était qu'une mise en bouche. Le parquet national financier ne le lâcha pas. Poursuivi pour abus de biens sociaux faux en écriture, escroquerie en bande organisée et recel. Cyprien apparut au tribunal correctionnel de Paris, vêtu d'un coupe-vent gris, d'une tristesse absolue, voûté le teint jaune. Fuyant l'objectif des caméras de BFM TV, le tribunal le condamna à la peine de 7 années de prison ferme, assorti d'un mandat de dépôt à la barre et d'une interdiction définitive de gérer toute entreprise sur le territoire européen. Il purge actuellement sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Sa complice, Ophélie Vasseur, reconnue coupable de complicité d'escroquerie et de blanchiment de fraude fiscale, écopa de 4 ans de prison, dont 2 fermes, et de la saisie définitive du pavillon maternel de Montreuil qui avait servi de garantie au montage frauduleux. La justice des hommes avait frappé avec la froideur d'un couperet de guillotine. 1 an s'est écoulé depuis le matin où j'ai poussé les portes en chaîne du 34e étage. Sous ma direction, la holding Aura Microélectronique a opéré un redressement spectaculaire. L'accord avec Boréal Capital a été ratifié dans l'enthousiasme général. Fort de cette injection de fonds, notre laboratoire de recherche a finalisé et mis sur le marché notre nouveau fleuron technologique, le microprocesseur neuronal, à très haute densité, nommé l'Archimède, un composant souverain destiné à équiper l'intégralité des réseaux d'infrastructures européens. La conférence de presse de lancement s'est tenue dans l'immense amphithéâtre du Palais des Congrès de la Porte-Maillot, devant un parterre de 500 journalistes internationaux et l'état-major du ministère de l'économie. Je me suis avancée sur la scène, vêtue d'un tailleur-pantalon, d'un blanc immaculé, symbole de la renaissance du teint. Groupe, avec une aisance que mon père m'aurait enviée, j'ai détaillé les performances quantiques de l'Archimède. Ma prestance, mon autorité naturelle et la précision de mes réponses techniques finirent d'enterrer la légende de la potiche de Neuilly. Au moment des questions ouvertes, un vieux briscard de la presse économique se leva micro en main et glissa une allusion ambiguë aux turbulences personnelles de la gouvernance passée. La salle retint son souffle. J'ai balayé l'assistance d'un regard tranquille. J'ai fixé l'objectif de la caméra centrale et j'ai répondu d'une voix posée. « Monsieur, une femme ne se définit jamais par l'échec d'un mariage ou la petitesse d'une trahison. Les épreuves ne sont que la forge où se trempe la volonté d'un chef d'industrie, exactement comme le feu révèle la pureté de l'acier. » Le soir même, après le cocktail officiel, je me suis retiré seul dans mon bureau de la Défense. J'ai éteint les plafonniers. Tenant un verre de sein, Émilion Grand Cru entre mes doigts, je me suis accoudé à l'immense baie vitrée du 34e étage. À mes pieds, Paris s'étendait magnifique, piqueté de millions de lumières palpitantes traversées par le ruban d'or des phares de l'avenue de la Grande Armée. La ville bruissait d'une énergie éternelle. En regardant mon reflet se superposer au toit d'ardoise de la capitale, j'ai mesuré le chemin parcouru depuis l'étagère à photocopie du 3e étage.
J'avais appris la leçon la plus absolue de ce siècle dans notre monde. Le véritable bouclier d'une femme ne résidera jamais dans les promesses d'un homme murmurées sur l'oreiller, ni dans le papier timbré d'un contrat de mariage. La seule armure qu'on ne pourra jamais vous arracher, c'est votre souveraineté financière, la lucidité de votre esprit et votre capacité à ramasser vos propres cendres pour en bâtir un empire.